Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le procès de l'activiste Seydou Kausen Mega a eu lieu ce matin en attendant le délibéré prévu pour le 9 janvier prochain. Les camarades de Kausen Mega sont confiants. Ismaël Oumri. Incarcéré depuis le 18 décembre dernier à Niamey pour fausse information et d'avoir sapé le moral de la troupe, le ministère public a requalifié les faits par la suite en accusant l'activiste Kausen Mega de porter atteinte sciemment à la défense nationale en temps de guerre pour avoir écrit sur son compte Facebook qu'on demande aux militaires blessés à Inates de présenter leur carnet de mutuelle pour bénéficier des soins ou de payer de leur poche. Parents, amis, connaissances présents à ce procès tirent leur chapeau à la défense. Notre camarade Seydou Kausen Mega a été poursuivi pour atteinte à la défense nationale selon l'article 114 du Code pénal. Ici, selon les plaidoiries, ce qu'on a entendu, les avocats ont plaidé la non-constitution de faits sur la base desquels ils ont demandé à ce qu'il soit relâché. Compagnons de lutte demeurent optimistes quant au verdict qui sera prononcé la semaine prochaine. Selon les plaidoiries, je suis optimiste que notre camarade retrouvera sa liberté le jour du délibéré. Les avocats ont plaidé, on attend à ce que les délibérés soient, mais nous sommes optimistes. Si c'est le droit, notre camarade retrouvera sa liberté. Nous voulons que ce jour-là, que les camarades se mobilisent comme ils l'ont fait aujourd'hui pour apporter leur soutien et leur compassion à notre camarade Kausen Mega. Rendez-vous est pris alors pour le 9 janvier prochain pour savoir si Kausen Mega sera relaxé ou condamné. En tout cas, le parquet demande 2 ans d'emprisonnement suivi d'une amende. Parlons à présent des élections générales 2020-2021 qui auront lieu dans notre pays. À ce sujet, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a organisé ce matin une rencontre d'échange avec les partis politiques. Au centre de discussion, le point sur le déroulement de l'enrôlement biométrique débuté le 15 octobre dernier. Asma Seydou pour d'autres précisions. Lancé depuis le 15 octobre 2019 dans 4 régions du pays, à savoir Agadez, Dosso, Tawa et Tillabéri, l'enrôlement biométrique se poursuivra jusqu'au 19 janvier 2020 dans ces différentes régions. Il s'agit pour la CENI de faire le point de ce qui a été fait et cela en présence des différents représentants des partis politiques. Le résultat de ces audiences foraines se présente comme suit. Nombre d'événements déclarés 5 739 187. Nombre d'actes signés par les juges 3 793 079. Nombre d'actes signés par les officiers d'état civil 3 211 685. Nombre d'actes remis aux bénéficiaires 2 592 491, soit un taux de remise effective aux bénéficiaires de 80,72%. Après l'évaluation de cette étape, la CENI s'est proposée de poursuivre les audiences foraines. Les corrections nécessaires sont en cours pour en améliorer l'impact, en particulier dans 4 régions dont 16 communes considérées comme à risque, avec l'appui du PDF, Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Le niveau de réalisation des 3 R sur les 5 est jugé plutôt satisfaisant selon le premier responsable de la CENI. Agadez, le nombre d'électeurs estimé par l'INS pour l'an 2020, 72 326. Le nombre de personnes effectivement enrôlées, 57 647, soit une réalisation de 80%. Pour la région de Tawa, estimation INS du nombre d'électeurs pour 2020, 345 362.
L'enrôlement effectif a été de 231 632, soit un pourcentage de 67%. Dosso. Le nombre d'électeurs estimé par l'INS pour 2020 est de 212 654. Le nombre effectif d'électeurs enrôlés est de 157 680, soit 74%. Tilaberi. Nombre d'électeurs estimés pour l'an 2020 par l'INS, 274 076. Le nombre effectif enrôlé, 188 616, soit 69%. Le nombre total de personnes estimées par l'INS, 904 418. L'enrôlement effectif réalisé dans ces 3 aires pour l'ensemble des 4 régions est de 635 575, soit un taux de réalisation totale effectif de 70%. La CENI réitère son appel à tous les acteurs pour que le cycle électoral et l'enrôlement biométrique en particulier bénéficient de l'appui actif et soutenu de tous. Ce message de vœu du nouvel an du président du comité olympique et sportif national du Niger, Kosni, au mouvement sportif nigérien, un message qui a été lu cet après-midi par le secrétaire général du Kosni. Dans le message de vœu du président du comité olympique et sportif national du Niger, Kosni, lu par le secrétaire général Tijani Youssouf, il s'agit d'abord d'un message de paix et de pardon entre les acteurs sportifs nigériens. À l'entame de l'année 2020, je voudrais vous souhaiter, au nom du COSNI et à mon nom propre, les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous une bonne santé. Avec l'aide de Dieu, de cette santé souhaitée et un peu d'effort, puissiez-vous emprunter le chemin pour être heureux et rendre heureux vos proches, pardonner à ceux qui vous ont blessé involontairement par ignorance, par bêtise ou par courtoisie, riposter avec juste mesure aux autres, mais aussi avoir suffisamment de succès dans la réalisation de vos rêves et de votre prospérité. Puis les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sur la préparation et la participation des athlètes nigériens. À ce début de l'année olympique, je souhaite plein succès et beaucoup de réussite à nos fédérations, à nos athlètes dans leur préparation pour la qualification, la participation honorable et fructueuse de notre pays, le Niger, aux Jeux olympiques de Tokyo en juillet prochain. Paix dans vos cœurs et dans vos familles, paix dans tout le Niger tout entier. Encouragement à nos vaillantes forces de sécurité. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, ainsi que nos familles respectives. Dans ce message de vœu du nouvel an 2020, le président du COSNI, Alhaji Ide Issaka, a lancé un appel au mouvement sportif à l'unisson pour des succès éclatants aux Jeux olympiques de Tokyo prévus dans 7 mois. Un volet reportage avant la partie magazine de cette édition d'information. Le froid est là avec son lot de conséquences. Cependant, chez les vendeurs de la friperie, l'on se frotte les mains avec l'accroissement de l'achat des pullovers et des vestes. C'est un reportage de Asma Ousseidou. La saison de froid s'annonce du jour au lendemain et la saison froide, saison pendant laquelle les enfants et les personnes âgées souffrent le plus. Cette période, surtout pour les couches les plus vulnérables, je voulais dire les enfants et les personnes âgées, ils sont en tout cas exposés aux différentes conséquences de ces froids, surtout les infections respiratoires, les infections ORL. C'est pour cela, en tout cas, surtout pour les enfants, que le maman doit prendre bien soin de ses enfants, les protéger comme vous l'avez dit avec les pullovers, et couvrir surtout les extrémités, la tête et le pied, il faut couvrir parce que c'est à ce niveau que surtout, n'est-ce pas, les enfants s'exposent et que le froid leur induise effectivement des maladies. Au niveau des vendeurs de friperie, c'est déjà l'effervescence. Les vendeurs, eux, se frottent les mains malgré la rareté des clients.
Nous, la saison froide, c'est notre saison parce que c'est la saison dans laquelle nous, on fait tout pour avoir tout. Par exemple, tout le monde sont en train d'ouvrir leur bal de la saison de froide parce qu'il y a beaucoup de clientèle de la saison froide. La clientèle augmente à chaque fois. Mais malheureusement, maintenant, le froid n'est pas encore venu. Les enfants et les personnes âgées doivent être protégés en cette saison afin d'éviter toutes les maladies liées au froid. Je l'annonçais, nous arrivons à présent à la partie magazine de ce journal dans laquelle l'acteur de la société civile, nous, Mamadou Arzika, parle d'un ton critique de la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans notre pays. Mesdames, Messieurs, très bonne réception, bon début de week-end à tous, bonsoir. Vœux les meilleurs pour l'ensemble du peuple nigérien, pour notre pays et aussi pour l'ensemble de nos camarades avec lesquels nuit et jour nous nous mobilisons pour nous battre en tant qu'acteurs de la société civile, citoyenne et indépendante, avec la seule conviction que nos actions concourent à la défense de la nation et du peuple et aussi à la protection des libertés, à la protection des droits de l'homme que nous avons choisi et de mener comme action dans le cadre de la nature de l'action société civile citoyenne que nous avons choisi d'entreprendre dans notre pays. Cela dit, vous le savez, l'année 2019 a été une année extrêmement difficile et pour notre peuple. Elle a été riche en couleurs, en bien comme en mal. Vous le savez, sur le plan de ce qu'on peut retenir de bien, l'année 2019 a permis de voir un certain nombre d'activités se réaliser dans notre pays au plan national et qui ont porté au loin, et on peut dire le nom de notre pays. Au nombre de ces activités, on peut retenir principalement la tenue de la réunion de l'Union africaine et qui a pu être organisée dans notre pays à l'occasion de la tenue de laquelle notre pays a pu se retrouver dans une phase de préparation et qui a permis de réaliser un certain nombre d'infrastructures assez importantes et qui aujourd'hui ont fait de notre pays un pays qui peut participer, et on peut le dire, à un concours du développement du tourisme de conférence, parce que désormais on a une capacité d'accueil permettant de réaliser ce genre d'activités-là. Principalement, c'est ce qu'on peut retenir au titre de l'année 2019. Mais en dehors de ça, les questions difficiles auxquelles notre pays a fait face, particulièrement sur le plan de l'insécurité, et dans ce pays, c'est catastrophique. Nous avons enregistré pratiquement un embrasement de la situation sécuritaire dans notre pays. Et à l'Est, vous le savez, c'est depuis 2015, et à l'Ouest, ça s'est intensifié de manière grave, et pratiquement dans la région de Tillabéri, et aux abords de Niamey même, et aussi au niveau de Tawa et de Maradi, qui a vu maintenant naître un autre bastion où il y a aujourd'hui des pratiques d'insécurité qui aujourd'hui sont observables, et avec le déplacement des populations, le déplacement des villes. Malgré les importantes ressources et financières que le gouvernement annonce chaque fois qu'il a investi dans le cadre de ces secteurs-là. Nous avons enregistré des morts énormes au niveau de nos forces de défense et de sécurité qui sont en faction dans le cadre de cette action de défense de la nation et du peuple. Et nous avons aussi enregistré beaucoup de populations civiles et qui aujourd'hui se sont retrouvées dans une situation d'être soit déplacées, soit même endeuillées compte tenu du fait qu'il y a aussi des populations civiles qui ont perdu leur vie. Donc 2019, c'est une année triste. On peut dire une année macabre pour notre pays. Et notre espoir, c'est que l'année 2020 soit une véritable année citoyenne. Citoyenne au sens de l'engagement citoyen, où les citoyens nigériens vont prendre véritablement et résolument conscience de leur statut de citoyen et de leur devoir patriotique
de travailler à défendre la nation et le peuple, conformément aux dispositions de la Constitution, à son article 38, où il est indiqué que la défense de la nation est un devoir pour tout citoyen. Et dans ce cadre-là, quand on dit pour tout citoyen, ça veut dire qu'il n'y a pas que les citoyens en armes qui peuvent jouer un rôle dans la défense de la nation et du peuple. Et nous avons estimé qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pratiques graves du point de vue de la gouvernance qui sont inacceptables. Je vais dire inacceptables, parce que vous le savez, dans notre pays, et à la différence même des autres, nous nous sommes dotés d'un certain nombre de textes fondamentaux importants. Et la rédaction de notre constitution au Niger est pratiquement, du point de vue des leçons tirées, on fait que notre constitution a une rédaction véritablement différente de celle de beaucoup de pays en Afrique. Et malheureusement, le drame, c'est que beaucoup de nos compatriotes ne lisent pas les textes, ils ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs, et particulièrement au niveau des autorités. Quand vous entendez souvent les autorités parler de la nécessité de respecter la loi ou de faire recours aux moyens juridiques, mais vous êtes surpris de constater que c'est les mêmes qui parlent de la loi, qui posent des actes gravissimes de violation des lois et règlements de la République. Vous avez entendu tout à fait récemment, lorsque dans les discours entendus et débités par le président de la République, à plusieurs reprises, il revient sur l'invite aux citoyens de respecter les lois de la République et qu'ils vont essayer de prendre les mesures, ils vont sévir par rapport aux lois de la République, alors que s'il y a des gens qui doivent être victimes de ces sévices, malheureusement c'est eux. Parce que c'est eux qui violent la loi. Après, en commencer par lui-même, le président de la République. Le président de la République a fait le serment au niveau de l'article 50. C'est bon de rappeler aux gens, nous on ne parle pas à l'air. Nous savons de quoi on parle. Depuis le préambule de la Constitution jusqu'au 185e article de notre Constitution, nous l'avons pratiquement dans notre tête. Et nous savons exactement ce pourquoi chacune des dispositions de la Constitution a été prévue. Et pour justement nous garantir un certain nombre de choses, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous nous sommes battus pour que ces genres de dispositions puissent être dans notre Constitution pour aider à ce que notre République que nous voulons bâtir, qui soit une et indivisible, démocratique et sociale, qu'elle puisse être assise sur des principes fondateurs, des principes importants et que tout le monde doit connaître et respecter. Et vous le savez, c'est dans le préambule de la Constitution et qu'on a dit clairement que notre ambition en République du Niger, c'est de bâtir un état de droit garantissant, premièrement, l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, l'égalité, la dignité, la sûreté et le bien-être comme valeurs fondamentales de notre société. Lorsque dans un état de droit qui s'engage à garantir tout ce que je viens de dire, il n'est pas admissible que dans cet état de droit qu'on puisse pratiquement avoir des acteurs qui agissent au nom de la République et au nom de l'État, dans le cadre de l'exercice du pouvoir public, qui puissent s'autoriser la liberté de violer ces fondamentaux, violer les lois de la République et travailler avec ce qui se passe dans leur tête. Mettre de côté les lois de la République et faire ce qui se passe dans leur tête. Lorsqu'il est garanti la liberté de manifestation, qu'il est garanti la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de pensée, la liberté d'opinion, toutes ces libertés étant garanties, mais il n'est pas possible que quelqu'un veuille imaginer dans sa tête des formules restrictives qui sont de nature à rendre impossible la jouissance effective de ces droits et libertés qui sont consacrés par notre Constitution. Il est dit clairement dans la Constitution, à son article 4, alinéa 2, que dans l'exercice du pouvoir d'État, le pouvoir personnel, c'est-à-dire la personnalisation du pouvoir, l'ethnocentrisme, le régionalisme, le népotisme, le favoritisme, la concussion, la corruption, le trafic d'influence, la discrimination sous toutes ses formes, l'esclavage, l'esprit de clan sont bannis et punis par la loi.
C'est-à-dire qu'il n'est pas admissible que dans l'exercice du pouvoir d'État dans la République du Niger, que cela puisse être observé. Or, Dieu seul sait. Vous voyez bien que c'est grandeur nature. Certaines pratiques catastrophiques. Que d'abord, quand vous prenez la pratique de personnalisation du pouvoir, c'est la pratique du culte de personnalité que vous rendez, que les gens font. Vous voyez bien, partout, tout le monde, quand il essaie de parler, il est obligé de converger vers le fait que le président a dit ceci. Parfois, le président n'est même pas au courant. Et les gens donc développent un culte de personnalité gravissime qui affole et qui crée un état d'esprit chez les personnes visées et qui peuvent même croire qu'ils sont devenus des demi-dieux. Parce que tout simplement, tous ceux qui parlent, tous ceux qui essaient de parler sont là en train de se plier en quatre. Alors que nous sommes en République. Le président de la République, c'est un être humain. Et comme tous les autres, il a été président de la République. Le mot président de la République veut dire premier parmi ses égaux de citoyens. À la différence de ce que vous entendez souvent les gens dire, et dans nos langues nationales, où les gens considèrent le président comme un roi, le président comme un empereur, parce que vous entendez les gens émener la boucoy. Non, le président de la République ne peut pas être appelé la boucoy. Dans la Constitution, on a dit à son article 46, le président de la République est chef de l'État. Il est le chef de l'État, ça veut dire que, comme on dit, il est chef de l'État ne veut pas dire qu'il devient la boucoy, qu'il devient Mekassa, Chigabankassa. Ça veut dire qu'il est devant en tant que chef. Et dans la chefferie, il s'exerce à tous les niveaux de l'administration. Et parce que le président de la République, en tant que chef de l'État, il est chef de l'administration, donc il y a une hiérarchie qui est organisée, qui fait que tout le monde doit se mettre au pas par rapport au respect de la hiérarchie, mais en respect aux lois de la République. Le président de la République, il n'est pas ex nihilo avant de commencer son travail. Avant d'entrer en fonction, une fois même élu, on le fait prêter le serment sur le livre saint de sa confession, s'il en a une, et pour respecter et faire respecter la Constitution de la République. Et c'est cette Constitution-là qui dit que voilà les limites des prérogatives de chacun. Voilà les obligations qui s'imposent à chacun. L'article 15 de notre Constitution dit clairement: nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Et une loi a été prise pour définir qu'est-ce que c'est qu'un ordre manifestement illégal. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un ne peut pas se permettre de croire que lui, parce qu'il est par exemple président de la République, qu'il considère que toute la République c'est sa propriété. Avec les journalistes de RFI et de France 24, on a entendu le président dire que, dans un ton martial, qu'il ne peut pas accepter dans son territoire que quelqu'un soit dans la position de dénoncer la présence des forces Berkane, la présence de la France avec son comportement néocolonial, anti-impérialiste, impénitent, qu'on ne peut pas le dire parce que le président a décidé, lui, de s'aplatir et de se donner à cette cause de l'impérialisme international. Il voulait jouer au valet de l'impérialisme. Il pense que parce que lui, il a choisi de jouer au valet, nous tous, nous devons renoncer au combat que nous avons fait depuis notre temps d'enfance avec lui. Avec lui. Et nous avons tous fait le combat anti-impérialiste. Si vous ne savez pas, je vous donne des indications sur même à la naissance du parti qu'il a présidé et le manifeste qu'ils ont été amenés à élaborer et les arguments qu'ils ont avancés pour fonder les motivations de la création de leur parti politique et l'enjeu du combat qu'ils sont donnés. Maintenant, que les gens choisissent de revenir sur tout ce qu'ils ont cru, à quoi ils ont cru, parce qu'aujourd'hui ils sont dans un nouveau monde, dans un nouveau contexte. Et ils considèrent que tout le monde maintenant, si eux, ils ont changé, tout le monde doit changer avec eux. Tout le monde doit être dans la position de s'aplatir et de revenir à la cause qu'ils ont choisi de défendre. Ce n'est pas possible. Il n'est pas admissible que tout le monde le fasse. Et de la même manière que nous avons combattu hier, on a dénoncé hier avec eux l'impérialisme international, les valets locaux de l'impérialisme, nous allons les traiter comme tels en tant que valets locaux de l'impérialisme et on va les combattre. On va les dénoncer en vertu des droits légitimes qui nous sont reconnus par la Constitution, qui nous donne la liberté d'expression, qui nous donne la liberté d'opinion, qui nous donne la liberté d'analyser un certain nombre de contextes et un certain nombre de situations pour dégager notre opinion et dégager nos positions. C'est naturel.
C'est dans l'ordre normal des choses. Ce n'est pas contraire à la Constitution. Ce n'est pas contraire aux lois de la République. Par contre, ceux qui sont en train d'entreprendre, c'est ça qui, en application aussi de la Constitution, peut conduire, et c'est important que les citoyens nigériens se le rappellent. Nous avons dans la Constitution, au niveau du préambule de notre Constitution, nous avons dit en chœur, notre peuple exprime son opposition, il réaffirme son opposition absolue contre tout régime fondé sur l'arbitraire, fondé sur l'injustice, fondé sur la corruption, fondé sur la concussion, fondé sur un certain nombre de pratiques de malgouvernance, notamment le culte de personnalité et la personnalisation du pouvoir. C'est inadmissible. Devant ça, le peuple a fait serment lui-même. C'est clairement dit dans la Constitution que notre peuple s'engage à jurer respect, fidélité et loyauté à la Constitution. Ça veut dire qu'en tant que citoyen, on n'a même pas besoin que quelqu'un soit dans la position de nous rappeler notre propre engagement. Parce que nous avons été de ceux qui ont voté cette Constitution. Nous avons été d'accord avec elle. Et la Constitution a été adoptée et elle a été promulguée. Et dès lors qu'elle a été adoptée et promulguée, là-dedans, nous avons dit que nous jurons loyauté. D'abord, respect, loyauté et fidélité à la Constitution là. Et donc, le fait que nous jurons loyauté, fidélité et respect nous oblige, en tant que citoyens, à ne pas transiger là-dessus. Lorsque nous voyons des gens poser des actes qui travestissent les engagements communs que nous avons pris, ça veut dire qu'ils sont en train de sortir du contrat qui nous unit. Le contrat qui nous unit, c'est la Constitution. Et face à ça, lorsque cela arrive, les citoyens sont fondés à s'opposer. Et s'opposer de manière à considérer que le régime n'est plus légitime et le régime n'est même plus légal. Parce que pour qu'il soit légal, il faut qu'il soit conforme à la Constitution. Et dès lors qu'il n'est plus conforme à la Constitution et qu'il veut fonder sa démarche sur l'injustice, sur l'arbitraire, sur les pratiques de malgouvernance, telles qu'on est en train de les observer aujourd'hui dans notre pays, donc alors en ce moment-là, il n'est plus légal. C'est un régime illégal. Parce qu'il est anticonstitutionnel. Il décide de mettre de côté la Constitution pour agir comme il voudra. En ce moment-là, nous tombons dans le travers d'un régime d'exception. Nous serons dans le travers de régime de dictature. Et nous ne pouvons pas accepter dans notre pays que quelques-uns des gens choisissent de régenter le pays et de créer les conditions d'une dictature et sur nous tous, alors que la loi nous le garantit. On s'est battu, ce n'est pas un cadeau. On s'est battu pour l'avoir. On s'est battu pour être dans la position de l'avoir. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est par rapport aux compatriotes nigériens, aux citoyens nigériens, c'est où ils respectent l'engagement qu'ils ont pris de loyauté et de fidélité à la Constitution, et par conséquent, ils se donnent dans la lutte, dans le combat citoyen pour imposer le respect par tous et à tous de ces dispositions constitutionnelles. Je rappelle que l'article 39 de la Constitution dit clairement, tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre juridique de la République. Je dis bien en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune circonstance qui puisse empêcher les citoyens à s'obliger de respecter la Constitution. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui comme ça de manière péremptoire et parce que juste ça passait dans votre tête ou dans votre bouche, vous décidez on est en guerre. Mais on est en guerre, si on est en guerre, la loi a prévu un mécanisme qui doit être des mécanismes à respecter pour qu'on puisse savoir qu'on est en guerre. Et qu'on puisse prendre des dispositions conformément aux lois de la République qui disent que quand on est en guerre, voilà, on prend un acte légal qui le formalise. Si on doit décréter l'état de siège parce qu'il y a une situation qui mérite un état de siège, alors on déclare l'état de siège et un acte qu'on prend pour ça. Si on dit qu'on est dans l'état d'urgence, on doit prendre les actes de l'état d'urgence et on doit expliquer aux uns et aux autres ce que impliquent les obligations de tous les citoyens dans un contexte de l'état d'urgence. Et est-ce que l'état d'urgence, elle se justifie ou elle ne se justifie pas? Parce que nous ne sommes pas dans un état d'anarchie. Nous ne sommes pas dans un état où les gens peuvent se mettre à penser que c'est leur volonté. C'est ça la différence entre la République et les autres formes de régime. Dans la République, tout est prévisible. Il y a ce qu'on appelle la théorie de la prévisibilité légale des actes possibles. Tout ce qui est possible légalement est connu d'avance.
Tout ce que vous ne pouvez pas faire légalement est connu d'avance. Maintenant, si vous devez introduire de nouvelles données, alors on engage une procédure légistique qui rend possible l'élaboration d'une loi et son entrée en vigueur régulière. Lorsqu'elle est entrée régulièrement en vigueur, ce n'est qu'en ce moment-là que cette nouvelle loi peut s'appliquer à tous les citoyens. Mais pas comme ça. Comme ça, les gens vont être là avec dans leur tête, dans leur imagerie, et l'idée qu'on est dans un régime parce qu'ils sont dans une position de pouvoir, ils croient qu'ils sont capables, comme ils veulent, de prendre des décisions comme ça a été, ce qu'ils nous ont fait en 2018, et qu'ils ont continué à nous faire jusqu'en 2019, où il y a eu des arrestations abusives sur la base des règlements de compte. Et au finish, on s'est retrouvé devant le juge. La justice qui est rendue sur le territoire national au nom du peuple, dans le strict respect de la règle du droit, ainsi que nos droits et libertés de chaque citoyen, la justice a constaté que nous avons été arbitrairement arrêtés, arbitrairement détenus, sur la base des infractions imaginaires qui n'ont jamais existé parce que les éléments constitutifs de ces infractions-là n'ont pas été réunis. Et c'est très clair, ça a été fait. Le ministre de l'Intérieur a expliqué dans quel contexte ils l'ont fait. Ils ont fait ça dans un contexte de règlement de comptes. C'est-à-dire qu'ils ont des comptes à régler aux acteurs de la société civile que nous sommes, quelle que soit par ailleurs l'illégalité de leur procédure, ils ont décidé d'utiliser leur position de pouvoir de manière abusive dans une logique d'arbitraire et de dictature et dans la position de... Et en agissant ainsi, ils violent ce que je viens de vous rappeler, qui est dans le préambule de la Constitution. Un régime qui est fondé sur la dictature, qui fait de la dictature, qui fait de l'arbitraire, qui fait de l'injustice. C'est un régime et qui est illégal, c'est un régime anticonstitutionnel. Et c'est dans ce cadre-là que nous considérons que tout ce qui a pu se passer courant l'année 2018 et courant l'année 2019, ça doit nous servir de leçon. Tous les citoyens nigériens doivent tirer ça comme une leçon, une source de leçon, de manière à ce que 2020, qui est la dernière année du mandat de Issoufou, comme il l'a rappelé lui-même, il finit le 1er avril 2021 prochain. Mais donc, déjà, on est pratiquement à la veille de son dernier mandat, dernière année de son dernier mandat. On ne peut pas, nous, en tant que citoyens, qui avons juré loyauté, fidélité et respect à la Constitution, accepter qu'au titre de sa dernière année de mandat, qu'on puisse détruire notre pays, qu'on puisse prendre des actes qui sont de nature à détruire notre processus démocratique, notre vie républicaine, notre République, notre engagement républicain. On n'a pas décidé de nous engager à la République. Aujourd'hui, on vient de fêter le 61e anniversaire de notre volonté à aller à la République. Et la République, c'est ces valeurs-là, c'est le respect des lois, c'est la connaissance des lois et c'est l'élaboration des bonnes lois, qui soient des lois impersonnelles, des lois citoyennes, des lois patriotiques, des lois qui doivent protéger la société, qui doivent protéger tous les citoyens. Conformément à ce que je vous ai dit, dans notre état de droit que nous voulons bâtir, la nature de ce que doivent être les actes que nous devons poser. Voilà ce que je peux être amené à vous dire en disant maintenant, au vu de tout ce que je viens de vous rappeler, qui sont des faits importants, que tous les citoyens doivent connaître, tous les citoyens doivent appréhender, doivent saisir, doivent percevoir. Au vu de ça, les citoyens nigériens, tous ensemble, doivent se mobiliser comme un seul homme pour être dans la position d'imposer notre position de citoyen à ceux qui ont l'obligation, chacun à ce qui le concerne, de la respecter, notamment la Constitution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans ce cas le président de la République qui est chargé de veiller au respect, quand il veut, de la Constitution, mais s'il ne veut pas, on fait autre chose. Non. Tous les citoyens sont tenus de veiller à ce que le président de la République, lui aussi, respecte la Constitution. Lui aussi, respecte les lois de la République. Il n'est pas au-dessus des lois de la République. Il a l'obligation de respecter les lois de la République, comme tous les citoyens. Et donc le président ne peut pas se mettre à être là en train de prendre, comme il veut, des décisions à l'emporte-pièce, qui sont de nature à briser notre engagement citoyen, notre volonté républicaine, notre détermination exprimée dans la Constitution, et parce que tout simplement, ils ont d'autres intérêts désormais à servir ou d'autres causes à défendre. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'admettre. Et aujourd'hui, chacun doit savoir que c'est nous tous qui devons être individuellement les gardiens de notre volonté républicaine commune. Nous devons être tous, et en tant que citoyens,
ceux qui devons nous charger de veiller à ce que notre pays soit défendu de la manière la plus digne, mais pas de manière la plus confuse que nous constatons aujourd'hui, où nous considérons tout simplement que par la faute de certains qui ne nous font même pas de bilan. Normalement, dans une république, il y a la redevabilité. Le gouvernement, quand il y a n'importe quelle situation qui arrive, il doit être en situation d'expliquer à tous les citoyens qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce que nous sommes en train de vivre la situation qu'on est en train de vivre? Ce n'est pas seulement, comme il l'a dit, leur logique d'alliance. Nous, personne n'est contre l'alliance. Personne de nous n'est contre le développement des alliances stratégiques et tactiques, mais des alliances utiles, des alliances positives, des alliances qui nous permettent d'enrichir des résultats, mais pas des alliances hypocrites avec des hypocrites qui jouent double jeu et que tout le monde connaît. Et l'expression grandeur nature de ce double jeu, c'est la position de la France et de la Barkhane qu'elle a positionnée ici dans notre espace au Mali. Aujourd'hui, nous, Niger, quand on nous attaque et nous cherchons à poursuivre les gens qui nous attaquent, quand on arrive à la frontière du Mali, on est obligé de nous arrêter parce que la force Barkhane protège ces forces-là qui aujourd'hui sont les seules qui dominent cet espace. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Le Niger n'a de frontière qu'avec cette zone-là que occupent les insurgés, les MLA et la bande des gens qui sont avec elle. C'est ça la réalité. Et comment est-ce que nous, le sachant, et de raison que nous soyons dans la position de faire semblant, en agissant ainsi, nous aurons été des traîtres à la nation, tout simplement. Et tous ceux qui viendraient à se comporter de cette façon-là, l'histoire retiendra qu'ils ont été à un moment donné ou à un autre de l'histoire, ils ont posé des actes de félonie.